Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de portrait accompagné de Guy Mafimba. Bonsoir. Bonsoir Karim, bonsoir, merci d'être encore là pour ce format inédit des différentes personnalités de mon pays. Justement, on s'était arrêté à Joachim Yopi Opango. À Joachim Yopi Opango. Et ben on s'intéresse aujourd'hui à son successeur, Pascal Lissouba. Quand je vous ai donné ce nom, vous avez été, je dirais, très excité quand même, si je peux utiliser ce terme assez trivial, parce que vous le connaissez aussi personnellement. Ces deux personnages, Yobi Opango et Pascal Lissouba, que vous citez beaucoup dans nos conversations, je dirais en off. Ouais. Pourquoi surtout ce personnage vous a beaucoup marqué? Parce que ce personnage, il traverse aussi l'histoire du Congo-Brazzaville, donc depuis Youlou, dans sa dimension, le scientifique, en passant par Massamba Deba, le politique, l'intellectuel en politique, passant par Marien Ngouabi, le réformiste, et lui-même, Pascal Lissouba, lorsqu'il prend les rênes du pouvoir, en étant, ce que je dirais, presque un nationaliste et un visionnaire et un précurseur. Et moi, je l'ai plus approché grâce à Yobi Opango. Et lorsque ce personnage vous le citez beaucoup hein, quand on échange. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup marqué, j'ai l'impression. C'est pour ça que je fais cette vous avez une très bonne observation. Parce que moi, je suis sublimé par les gens qui font le pari de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas dans la violence pour la violence. Pour eux, la politique n'est qu'un levier pour apporter du bien-être aux populations. Autrement dit, c'est l'intellectuel en politique. Autrement dit, en dehors de la politique, il sait faire autre chose, c'est-à-dire le scientifique qu'il était. Ouais, c'est ça, on l'appelait le président scientifique. Exact. Il naît le 15 novembre 1931 à Sigindi, si j'ai bien prononcé. Tingidi, voilà. C'est situé où et quelle est sa communauté? C'est dans le Niari. Et c'est une communauté très minoritaire. Et on comprendra d'ailleurs pourquoi il est parti aussi loin dans les études. C'est Ndébi, la communauté Ndébi, qui est entre le Gabon et le Congo. D'où aussi le rôle qu'a joué Bongo en politique. Et puis on y reviendra bien évidemment. Voilà. Comment se font ses premiers pas en politique, lui le scientifique, celui qui est l'intellectuel, je dirais? Mais très vite, il faut d'abord commencer par le scientifique, parce que c'est le scientifique, il va très tôt. Vous avez remarqué, il a eu son bac à Nice, il fait des très grandes études, Tunis, il est ingénieur agronome. Et là, c'est le président, l'abbé Fulbert Youlou, qui le découvre. On a parlé de l'abbé Fulbert Youlou, le visionnaire, qui veut faire venir des intelligences. Alors que le président, le général de Gaulle voulait le garder ici. Parce qu'il a fait déjà des stages au CNRS et dans une filière à l'époque très rare. Le premier scientifique africain quasiment, il a eu une thèse d'État en sciences naturelles avec comme filière la génétique. Et c'est comme ça que Youlou va demander expressement au président, au général de Gaulle, de le faire venir. Et il vient à Brazzaville. Et Youlou le prend et lui demande de sillonner toute la République et de regarder un peu toutes les potentialités et surtout fait de lui quasiment son conseiller. Il se balade avec lui et une des rencontres, je pense, qu'il a marqué, c'est lorsqu'il va en Guinée rencontrer le président, comment il s'appelle, le premier président guinéen, le syndicaliste Sékou Touré. Ça l'a marqué déjà dans le côté nationaliste de Sékou Touré. Et il faut dire aussi une chose, ses arrière-parents étaient des résistants contre la colonisation française déjà à l'époque. Mais le 16 août 1963, il devient le chef du gouvernement provisoire après le renversement de Fulbert Youlou. Oui. Et Alphonse Massamba Deba, l'ancien président, va le nommer ministre de l'Agriculture, des Eaux et Forêts. Oui. Le 19 décembre, lorsque Massamba Deba devient élu président de la République, il le nomme à la primature. À la primature. Très jeune. Très jeune. C'est le premier, premier ministre. Mais parce que c'est déjà, lorsqu'il est ministre ministre des questions agricoles, il a commencé déjà à impacter. Et sa renommée
l'a précédé, en fait, avant même qu'il arrive au Congo-Brazzaville. Ils ont fait le Premier ministre parce que déjà, à cette époque, comme je vous l'ai dit, la rencontre avec les Sékou Touré et autres, dans le contexte de la guerre froide à l'époque, c'était l'intellectuel qui était un peu comme un doctrinaire. Ouais. Donc, ils ont commencé à croire à cette fameuse idéologie marxiste-léniniste. Et en cela, les courants qui ont amené Massamba Deba au pouvoir déjà en 63, et il faisait partie d'un des courants, mais modérés, de gauche. Et c'est pour cette raison-là que ce courant fait de lui le Premier ministre, donc à travers déjà sa traçabilité intellectuelle, sa traçabilité politique, et jeune homme brillant, et voilà, de cette manière qu'il se retrouve à la tête de la primaire. Alors, j'ai regardé son gouvernement, Ouais. 9 membres. 9 membres. Et un gouvernement réduit. Boukaba Bakas, Charles-David Gadao aux affaires étrangères, Paul Kaya, qui a été du côté d'Abidjan. Donc, 9 membres brillants. Et c'est ce gouvernement, avec 9 membres, qui, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, restera l'un des gouvernements les plus, on va dire, les plus resserrés et les plus déterminants en termes d'efficacité. Oui, justement, avec l'ambition de réduire la dépendance de l'économie congolaise à l'étranger. Vous avez parlé de nationalisation, effectivement. Exactement, ils ont commencé à nationaliser. C'est-à-dire que la souveraineté économique du Congo-Brazzaville était l'axe principal. Mais très vite, en 1966, il claque la porte du gouvernement. Pour quelles raisons précisément? Est-ce que vous pouvez revenir sur le contexte? Oui. Nous sommes au gouvernement Massamba Deba. Il y a des courants de pensée. C'est ça qui était intéressant à l'époque. Ce n'était pas des questions de tribalisme, c'était des courants de pensée. Il y avait un courant de Ambroise Dumazalaï, celui qui l'a succédé. Eux, ils étaient un peu dans un courant plutôt maoïste. Ils dirigeaient le MNR. Ouais, le MNR, le parti au pouvoir, et la défense civile, qui était plus ou moins une milice. Ouais. Lui, il était un peu plus dans la modération. C'est ça le rôle des intellectuels, parce qu'il commençait à se remettre en cause un peu sur la transposition mécanique du marxisme-léninisme. On y reviendra parce qu'il avait d'ailleurs produit un livre, La classe tribu, qui avait été mal interprété. Qu'est-ce qu'il voulait dire tout simplement? Parce qu'il s'était rendu compte que lorsque tu es aux affaires, le fameux parti, le marxisme-léninisme, c'était quoi? La dictature du prolétariat. Or que lui s'était rendu compte en tant qu'intellectuel qu'en fait cette dictature du prolétariat n'était plus la dictature du prolétariat, c'était la dictature maintenant d'une tribu sur une autre tribu. Parce que tu étais aux affaires, c'est toute ta tribu qui pensait que c'est ta tribu qui était aux affaires. Donc il commençait à se remettre en cause et ces différents courants de pensée ont pensé que lui il était trop modéré et d'où ils ont pris l'ascendant sur lui et en intellectuel. Il a préféré démissionner parce qu'il se sentait minoritaire. Et c'est le début d'une longue traversée de désert. Hein. Voilà. Comment il vit ces moments et surtout que fait-il? Voilà, c'est l'homme Lissouba qu'on va retrouver plébiscité en 90 déjà. Pourquoi? Parce qu'il repart, il prend sa blouse, il repart à l'université et il commence, bien entendu, à transmettre le savoir. Mais il y a au niveau de la primature, il y a un élément important qu'il faut souligner, qui va le suivre durant toute sa carrière politique, c'est lorsqu'il met en place la station fruitière de l'Oudima. Et cette station fruitière, il a réussi à expérimenter quelque chose qu'on appelait les greffes des mangues Lissouba. C'est-à-dire des différentes mangues qu'il a greffées en tant que généticien. Et il a produit des mangues qui sont devenues très célèbres partout en Afrique. Et à l'époque, on les emmenait partout. Et je voulais faire une parenthèse. Quand vous êtes de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, lorsque vous voyez les grosses mangues de la Côte d'Ivoire, c'est venu, l'expérimentation est venue du Congo-Brazzaville avec les Souba. Pourquoi? C'est Yombi Opango, chef de l'État, c'est lui qui me l'explique. Lorsqu'il est chef d'État, il va en Côte d'Ivoire, il amène comme présent cette mangue-là, issue de l'intelligence de l'Issouba, il remet au président Houphouët-Boigny. Et comme Houphouët-Boigny était quelqu'un de très, on va dire, très amené sur l'agriculture, et de cette expérimentation qu'il a utilisée aujourd'hui pour faire, en réalité, la Côte d'Ivoire, l'une des grands pays producteurs des mangues avec ce jus assez délicieux. Ah bah ça, c'est une info qu'on a dans le portrait Sigui Mafimba. Voilà. Revenons un peu sur notre homme du jour, pardon. Ouais.
Le 17 octobre 1968, il est mis en état d'arrestation et doit répondre devant la Cour révolutionnaire de l'accusation de complicité dans le triple assassinat de Joseph Pambou, Lazare Matoka, Ansem Massoumene en 1965. Nous sommes en 2025 aujourd'hui. Quel rôle a-t-il joué dans ces événements? Alors, ça, c'est le triple assassinat des 3 hauts fonctionnaires. C'est le deuxième crime politique au Congo-Brazzaville après ce que nous avons appelé sous l'abbé Fulbert Yulou la traque des Matuanis. Et ça, c'est un triple assassinat. Et parmi ces hauts fonctionnaires, il y a un certain Mathieu Kota, très brillant. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En fait, les 3 hauts fonctionnaires ont été victimes des courants de pensée qui s'affrontaient à cette époque-là. Maintenant, lorsqu'il est devant cette cour révolutionnaire pour juger de cette affaire, il a été acquitté d'ailleurs. Ouais. On l'a accusé parce qu'il était Premier ministre. Mais en réalité, lorsqu'on voit les arguments à l'époque, on dit que non, il était jaloux de Mathieu Kota. Mais quoi qu'on dise, il était l'un des plus brillants à cette époque. Et ce n'est pas l'homme, Lissouba, qui va se débarrasser d'un concurrent pour occuper son poste. Les intellectuels, généralement, c'est argument contre argument. Et je soupçonne plutôt l'autre courant des Noumazalaï et autres, les Ombessa, comment il s'appelle, le vieux Ndalangraï, qui est ici d'ailleurs, qui était beaucoup plus dans un courant maoïste. Or, les courants maoïstes, généralement, on se débarrasse de manière violente de l'adversaire pour exister, en réalité. Donc, cette cour révolutionnaire en 68 est arrivée et il a été acquitté, si ma mémoire est bonne. En février 1972, il est arrêté après l'échec aussi du coup d'État militaire mené par notre ami qu'on retrouve en Diawara contre le gouvernement de la République du Congo. Exactement. Il est condamné à la réclusion criminelle. Il est cependant revenu à la liberté très rapidement. Tout simplement parce que à cette époque, nous sommes à l'époque des partis uniques, quand il y a un souci, et puis on a parlé de Mariam Gwabi qui, toutes les 2 ans, il y avait des coups d'État. Justement. Et lui, comme c'était un doctrinaire, comme c'était un intellectuel, donc son arme favorite, c'était la plume. Donc à chaque fois qu'il y a un coup d'État, il faut aller chercher celui qui a écrit, qui a fait... Et c'est ça la difficulté avec les intellectuels, généralement dans les pays africains à cette époque. Tout intellectuel était poursuivi parce que, soi-disant, il serait, entre guillemets, celui qui a... Le maître à penser. Le maître à penser des coups d'État. Voilà. Bien. Et en 1977 aussi, dans les heures qui suivent l'assassinat de Mariam Gwabi, comme vous l'avez dit, il est arrêté aussi sur ordre du ministre de la Défense de l'époque, qui était un certain Denis Sassou Nguesso. Il est traduit devant la cour martiale, il est condamné à mort le 25 mars pour complicité à faire avec Alphonse Massamba Déba dans la conspiration, je reprends les propos, qui a conduit à la mort de l'ancien président de la République. Il échappe à l'exécution et il aura l'intervention d'un personnage qui s'appelle Omar Bongo, Bernard Bongo, à cette époque, et surtout la mobilisation des intellectuels français. Et c'est là où on voit la traçabilité qu'il a eu à laisser lorsqu'il était ici en France, avec tout ce qu'il a amené comme études et autres. Et en dehors de ça, il y a aussi une mobilisation nationale. Pourquoi? Parce que durant toute cette période, lorsqu'il traverse le désert, Lissouba ne passe pas son temps à aller chercher des questions politiques. Il est à l'université, il forme des cadres. Donc il y a pas mal de cadres, des étudiants qui lui sont redevables. Le mythe Lissouba est en train de s'amplifier et l'intervention décisive de Omar Bongo lui a sauvé la vie. Et vous l'avez bien dit, il fallait le souligner. Lorsqu'il est arrêté, c'est M. Denis Sassou Nguesso, ministre de la Défense, qui, après l'assassinat de Mariam Gwabi, crée cette fameuse cour martiale. Et le 25 mars, il est condamné à mort. Et entre-temps, les Massamba Déba sont déjà exécutés. Donc on aurait pu perdre un futur président et un homme brillant, parce que les fameux révolutionnaires, entre guillemets les hommes en kaki, à l'époque, ne voulaient pas voir l'intellect s'imposer dans un pays. D'où aussi, voilà le côté où il m'a toujours sublimé. Parce que son arme favorite, c'était la parole et la plume, et non les PMK. Et il reviendra à la fin des années 90 pour participer à la conférence nationale souveraine
De quoi s'agissait-il et sur quoi il va déboucher concrètement? Il sort du pays après, Oui, celui oui. qui le libère, on va y revenir, c'est celui qui était son geôlier, c'est Yombi Opango. Mais lui, il était pour rien, c'est lui qui l'avait condamné, c'est Sassou Nguesso. Mais celui qui le libère, c'est Denis Sassou Nguesso. Il joue le beau rôle, il joue, ah, j'ai libéré. Mais entre-temps, il part en exil. Et ça, c'est ce qu'il faut souligner. Comme ce n'était pas seulement un politique, c'était un scientifique. Il arrive ici, il enseigne à Paris 12, Créteil. Après, il rentre à l'UNESCO. Il est directeur régional au Kenya et autres. 90, chute du mur de Berlin, discours de la Bolle, les conférences nationales s'enclenchent au Bénin, un peu partout ailleurs, et notamment au Congo. Et là, souvenez-vous, vous êtes encore peut-être trop jeune, à cette époque, c'était la caractéristique, c'est quoi? Il fallait faire venir de l'étranger des intellectuels. Au Bénin, c'est Soglo. Au Mali, c'est Omar Konaré. Ouais. Et au Congo, c'est Pascal Lissouba et André Milongo. Et là, lorsqu'il arrive au Congo pendant la conférence nationale, comme le mythe l'avait suivi, quand il revient, c'est intellectuel. Il y a une espèce de virginité politique et à cela, il faut ajouter le côté l'homme intellectuel, celui qui a été visionnaire, qui revient au Congo pendant la conférence. Mais son retour n'est pas vraiment facile parce qu'il échoue à être nommé Premier ministre de ce gouvernement-là. Et après, il va former l'UPADES. Ce qui est assez drôle, j'ai regardé, il forme l'UPADES et après, il vient en France. Il lui a dit, bon, voilà. Gérez votre truc. Tout à fait. Moi, je continue à me préparer. Tout à fait. Et c'est pour la présidentielle qui fera vraiment un véritable retour dans l'arène, avec une campagne assez particulière. Tout à fait. Et c'est la première fois qu'on a une élection véritablement démocratique. La seule élection. C'est votre analyse. Parce que ce n'est pas lui qui organise, hein. C'est le gouvernement de transition de Milongo qui organise les élections. Lui, il vient et c'est la seule élection. Quand je dis je sublime cette personne, c'est quoi? Il est venu, il a fait le pari de l'intelligence. Il dit, moi, Lissouba, je peux vous dire, le Congo sera le petit Suisse. Je vais faire du Congo un petit Suisse. Comment? Alors, sur le plan des institutions, sur le plan socio-économique et autres. Mais je vais vous dire une chose. Ce monsieur avait déjà presque quelque chose de tracé. En 1976, il écrit un ouvrage préfacé par Samir Amin. Allez regarder, c'était les précurseurs de la terre mondialiste, un économiste brillant à l'époque, préfacé par lui. Le livre s'intitulait « Conscience du développement en Afrique et démocratie ». Donc il avait déjà pratiquement un projet de société depuis 1976. Donc quand il arrive, il implémente tout ce qu'il a eu à réfléchir pendant la traversée du désert et autres. Donc, il est élu président par la suite. On va aller plus vite parce qu'on est vraiment pris par le temps, c'est dommage. Mais les premiers mois de sa présidence, et ça, j'y tiens, sont vraiment agités, Guy Mafimba. Tout simplement parce que lorsqu'il arrive, les transfuges du PCT se retrouvent à l'UPADES. Et il y a les contentieux historiques. Il se retrouve, Noumazalaï, qui le met en difficulté, celui qui l'avait succédé, parce qu'ils ont fait de manière mécanique, ils ont fait chuter le Parlement qui était en sa faveur. Ils demandent à ce que, tout simplement, qu'on aille devant les urnes. Vous êtes juriste, lorsqu'il y a un assemblage mécanique, le président, à travers une disposition constitutionnelle, est en droit d'aller demander que le peuple tranche. Et là, automatiquement, on commence avec, entre guillemets, une fameuse guerre civile. Mais en réalité, je peux vous le dire, parce que c'est documenté, c'était la première tentative de coup d'État. Ah, mais le président l'a dit. Pourquoi? Parce que lorsqu'il arrive, Omar Bongo travaille avec les Français pour dire, attention, Sassou est en difficulté. Il risque de ne pas prendre l'affaire, c'est Lissouba. Mais Lissouba a été avec vous, en France. Donc c'est quelqu'un avec lequel nous pouvons fonctionner. Entre guillemets, c'est même Elf qui finance une partie, ça c'est documenté, lui-même il l'a reconnu, une partie de sa campagne. Mais en partant du principe que nous allons le tenir. Mais ils avaient oublié que Lissouba c'est un nationaliste. Ils avaient oublié que Lissouba c'est un intellectuel. Donc lorsqu'il arrive, il est confronté à ça parce que, toi disons, il fallait donner des ministères régaliens au PCT, dont les hydrocarbures et autres. Lui, il a dit niet. Parce que je précise qu'il y a eu un accord qui a été signé entre le PCT et l'UPADES. Un accord tacite. Enfin, documenté.
Quand je dis c'est documenté, c'est Mais documenté. ils ont voulu l'accompagner pour l'élection présidentielle. Mais Lissouba n'avait pas besoin des voix de Sassou Nguesso pour gagner. Il a été plébiscité du nord au sud, de l'est à l'ouest. Justement, c'est vrai qu'il a Pourquoi? perdu. Parce qu'il avait fait tout le pays déjà à l'époque. Oui. Mais le PCT, comme il partait du principe qu'il est venu avec un peu plus ou moins l'accord de Paris, nous sommes un homme de la France-Afrique, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, il va nous léguer et puis on va continuer avec la politique de Denis Sassou Nguesso jusqu'à la fin. Et il faut dire, il hérite d'un pays qui est sinistré sur le plan socio-économique. Le Congo est le pays le plus endetté par tête d'habitants. Il aura l'annulation de la dette par le club de Paris sous son mandat, effectivement. Sous son mandat, et il faut le souligner, sous son mandat, il arrive à faire échec le premier coup d'État, première tentative de coup d'État en 93, jusqu'à ce que, lorsqu'il se lance dans la révision des contrats pétroliers qui a amené Mariam Gwabi à la mort, qui a fait chuter Yombi Opango, qui a failli faire chuter Milongo pendant la conférence, pendant la transition. Et c'est lui, là, on convoque le nationaliste qui dit aux Français, pas question, nous allons diversifier nos partenaires sur le plan pétrolier et nous allons réviser les contrats. On est passé des contrats de concession aux contrats de partage de production à partir de 1994 avec comme Premier ministre Yombi Opango qui était son geôlier. Voilà l'homme pacifiste qui a accepté que son geôlier d'hier devienne son Premier ministre et c'est comme ça que le Congo est arrivé. Benan Kolela, qui était son adversaire, son adversaire qui a rallié. Voilà. Mais c'est sous sa présidence aussi, Guy Mafimba, qui aura la guerre du Congo, voilà, qui respectera sa chute. Est-ce qu'on peut, en 5 minutes, faire synthèse? En 5 minutes, ce qui est mais ça a été un complot international. Le complot international de la chute de Pascal Lissouba et c'était la première fois que la France-Afrique a fait tomber un président démocratiquement élu. Et il était entouré des hommes en kaki. Déby, Compaoré, Omar Bongo, pardon, kaki pas forcément, mais entre guillemets, des tocards. Pourquoi? Parce que Pascal Lissouba, parmi ces conglomérats de chefs d'État, on le prenait pour un homme l'élitiste, arrogant. C'est ce que moi j'appelle un conflit de compétences entre une catégorie des chefs d'État et lui. Et donc ce complot international pour arrêter en fait un homme qui était visionnaire, on a organisé ce coup d'État. C'est un coup d'État qui nous a amené à plus de 400 000 morts selon un certain nombre d'indications des ONG. Et les Africains n'ont pas vu venir parce que le prochain c'était qui? C'est Gbagbo. C'est Gbagbo qui a été le prochain. C'était le premier coup d'État de la France-Afrique de la manière la plus terrible parce que lui-même, Jacques Chirac, a reconnu que c'est la France qui a demandé à l'Angola d'intervenir pour imposer des décisions. Il y a eu le rôle aussi de l'Angola, effectivement. Voilà. Et Pascal Lissouba, hein, qui, lorsqu'il part à Libreville, après au Burkina Faso, il s'installe à Londres. Et durant plusieurs années, il revendique le statut constitutionnel de président de la République du Congo. Démocratiquement élu. Et il accuse le président français Jacques Chirac, la société Elf, pour sourcer vos propos, d'avoir favorisé la prise de pouvoir par la force de Denis Sassou Nguesso, qui était à l'époque le patron d'une certaine milice appelée les Cobra. J'attendais que vous me donniez ce nom-là. Bon. Oui, les milices de Cobra, oui, exactement. Et oui, c'est ce qui s'est passé malheureusement, comme je l'ai dit, complot international, parce que lors de ce coup d'État, il y a eu les milices de Mobutu, les anciens de Mobutu, les phases. Avec qui étaient très proches aussi. Ben oui. Je me demande pourquoi. Mais parce que tout simplement, on l'a retourné avec de l'argent. Les miliciens de Mobutu qui avaient fui, en fait. Et il y a eu des Tchadiens, il y a eu des Marocains, il y a eu tous les mercenaires de tous les Kabyles qui étaient aux côtés du Denis Sassou Nguesso et une armée qui est l'armée angolaise qui a agressé le Congo. C'est-à-dire, et à l'époque, je me souviens, le secrétaire général de l'ONU, c'est le Ghanéen Kofi Annan, qui voulait intervenir. Chirac a dit, pas question, tu ne bouges pas. Complot international, mais sans précédent. Mais en réalité, l'enseignement qu'il faut tirer, c'est lequel? C'est qu'à chaque fois qu'un État africain a un chef d'État qui est visionnaire, précurseur, qui peut parler les yeux dans les yeux à l'égard de la puissance tutélaire, entre guillemets, on finit avec lui. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut noter. Lissouba n'est pas enterré au Congo. Il est enterré à Perpignan. Et lorsque nous avons commencé ces formats,
avec Albé Fulbert Youlou, j'ai attiré l'attention des Congolais et de tous ceux qui nous ont suivis, de dire attention, ce pays ne peut pas se reconstruire tant que ses enfants, des dignes, sont dispersés comme ça, inhumés à Perpignan, dans un cimetière en dehors de la ville pratiquement. Et c'est une blessure pour moi qui suis sublimé par cet homme et une blessure aussi pour ses partisans. Parce que Romain pourra nous faire un plan sur le personnage grâce au très beau décor réalisé par très beau décor. J'ai comme l'impression que nous avons les mêmes lunettes. J'espère qu'il va m'inspirer. C'était la lunette de l'époque, je crois. Pour terminer, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'homme, finalement? L'intellectuel en politique, le précurseur, le visionnaire, le nationaliste, et un homme qui nous a légué le sens du compromis politique. Et il était parmi, comme je vous ai dit, Sangiolé a été son premier ministre. Même lui-même, Denis Sassou Nguesso, il a fermé les yeux alors qu'il avait condamné à mort. Et ce qu'il nous a légué en tant que Congolais, c'est de se dire, il a dit d'ailleurs dans un petit message, il dit, seuls les Congolais, vous êtes les seuls, ce n'est pas la communauté internationale, vous êtes seuls les Congolais à prendre vos responsabilités pour libérer votre pays un jour. Voilà ce que je retiens du président Pascal Lissouba. Et qu'en est-il de l'UPADES aujourd'hui? Non, l'UPADES a trahi, comme le PCT a trahi les idéaux de Mariam Ngouabi. L'UPADES de Pascal Lissouba a presque poignardé au dos Pascal Lissouba. Le chef de l'opposition, il est de l'UPADES. De l'UPADES, oui, Pascal Lissouba. Il a poignardé au dos parce que ce monsieur, c'était un véritable démocrate. Mais un véritable. Vous avez dit tout à l'heure, il signait toujours président démocratiquement élu. Et l'anecdote, je termine par ça. Oui. Nous sommes à Ouagadougou. C'est le président Compaoré qui nous reçoit. Il demande au président Pascal Lissouba, nous sommes en 2003 par là, pour essayer de convaincre Denis Sassou Nguesso au dialogue, il faut plus signer cela. Il a dit pas question. Et c'est le président Yombi, et je suis témoin oculaire, je crierai un jour dans ma mémoire, c'est le président de Yombi qui va le convaincre de ne plus signer ainsi pour qu'on puisse enclencher les voies du dialogue. Et c'est ce qui a permis à ce que, à partir des années 2004, les Tati Mebela là rentrent et qu'on puisse enclencher un processus de réconciliation nationale. Lui-même, il sera amnistié aussi en 2009. Hein, donc, ouais. il est mort avec le pardon de ses péchés, aux yeux des Congolais, je dirais. Mais c'est tant que ces restes ne seront pas au Congo, et j'ai toujours juré, si plaise à Dieu, de créer véritablement, de construire un panthéon pour ces dignes hommes, des dignes hommes qui ont mérité et qui ont apporté leur pierre à l'édifice de la construction nationale. Merci Guy Mafima, en tout cas vous le faites très bien. Merci. Depuis notre premier épisode jusqu'à celui-là, on poursuivra d'autres thématiques. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous. Très bientôt, le vendredi soir, pour notre émission spéciale consacrée à l'indépendance de la République du Congo. On fera le point 65 ans après. La République du Congo est-elle vraiment indépendante? D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Merci.